Ariel, bonjour Pierre-Emmanuel, bonjour Sandrine, bonjour Hélène et bonjour Pierre. Merci Ariel d'avoir accepté cet échange autour du thème rentrée post-Covid et confiance, comment concilier les deux quand on est entrepreneur. Vous êtes à Ariel Sack, président d'Arpilab. Et Arpilab, vous êtes la plateforme de référence pour les pharmaciens entrepreneurs à qui vous apportez les moyens et les savoir-faire dont ils ont besoin pour acheter, financer, conduire et développer leur pharmacie et faire d'eux de véritables chefs d'entreprise. Arpilab emploie actuellement une quarantaine de salariés et accompagne plus de 50 pharmaciens depuis 2010. Je m'appelle Ariel Sack, 43 ans. Je suis pharmacien, fils de pharmacien. Je suis marié avec Estelle et j'ai 2 enfants qui ont 10 et 7 ans. Ethan le grand, Sharon la petite. Je m'étais toujours dit que je voulais faire de l'aérospatiale. Donc j'ai fait une prépa. Et ce que ça m'a appris de cette prépa, c'est que je mettais une bonne ambiance dans la classe. C'est pas mes mots, c'est ceux de mon prof de maths. Évidemment, j'ai pas eu les concours que je voulais avec ça. Je suis allé en pharmacie parce qu'il fallait avoir un diplôme et que je me disais que peut-être je pourrais faire une école de commerce en faisant pharmacie. Donc je suis allé en pharmacie, puis arrivé au bout de pharmacie, j'avais plus envie de faire d'école de commerce. Je suis rentré dans l'industrie. J'ai eu un mentor qui m'a fait faire de la visite médicale, donc de la vente, en plus du marketing que j'avais déjà fait. Puis malgré tout, à la fin, il m'a dit ça serait quand même bien d'avoir un 3e cycle. Donc j'ai fait un 3e cycle à l'ESSEC. Je suis revenu encore chez AstraZeneca. Puis après, je me suis dit que je voulais me réorienter parce que finalement l'industrie, c'était pas sympa. J'ai fait un MBA à l'INSEAD pensant que j'allais faire de la banque d'affaires ou du conseil. Et puis au bout de 7 mois, 6 mois dans le MBA, et Lehman Brothers a vu que faire des Excel toute la journée, c'était pas mon truc. Et Bain a vu que faire des slides toute la journée, c'était pas mon truc. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai un copain qui m'a dit que la plus grosse pharmacie de France était en vente. Alors, on a monté un projet d'école pour essayer de la racheter. On a fait ça à 4. Donc, ce pote s'appelait Benjamin. Il connaissait le patron du contrôle de gestion de chez Picard qui s'appelait Laurent. J'avais croisé un MBA et il était centralien. Je me suis dit que ça servait toujours d'avoir un centralien dans une équipe. Il s'appelait Pierre. Puis on a pris les 2 premières lettres de chacun des prénoms. On a fait Ariel, Pierre, Laurent, Benjamin. Ça a fait Arpilab. Et puis après, l'histoire, c'est qu'on n'a pas acheté cette grosse pharmacie pour 3 raisons absolument incroyables. La première, c'est qu'en fait, on connaissait rien à la pharmacie. La deuxième, c'est qu'elle n'était pas en vente. Et la troisième, c'est qu'on n'avait pas le premier des 50 millions d'euros qu'il fallait pour la racheter. Et résultat, Laurent, Benjamin sont repartis. Pierre et moi, on a continué à chercher. Et puis celui qui trouve sans chercher a longtemps cherché sans trouver. Donc voilà, on a trouvé une petite boîte, on a travaillé dessus, on l'a remontée en 2010. Puis après, on a rappelé Benjamin pour reprendre une autre pharmacie avec le Mezzana. On ne connaissait pas encore vraiment notre modèle. On a racheté cette pharmacie à Besançon en 2012. On a commencé à reprendre 1, 2, 3 pharmacies. En 2015, on était à 9 pharmacies, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était 3 associés, 1 salarié sur Arpilab. Puis on s'est dit, soit on s'arrête parce que c'est compliqué pour nos vies personnelles, soit on se structure. Et là, on a fait rentrer un autre passager à bord qui s'appelle toujours Laurent. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a continué à faire des acquisitions depuis 2015. À la fin de l'année, on aura à peu près un peu plus d'une quarantaine d'officines, effectivement 50-60 pharmaciens installés, et on se définit comme la plateforme de référence pour la reprise, l'accompagnement, le développement d'officines en France. Et puis on a un petit sous-titre, c'est permettre à chacun, pas que le titulaire, d'atteindre son potentiel en restant lui-même. Et puis un petit sous-titre du sous-titre, c'est faire un bout de chemin ensemble. Parce qu'à la fin, c'est bien le résultat, mais le chemin, il compte. Merci beaucoup. Donc, on a eu envie de vous interviewer à 3 titres. D'abord, en raison de votre activité. Donc, l'activité des pharmaciens ont été en première ligne durant la crise. Donc, ils étaient en première ligne en tant que professionnels de santé et en tant qu'entrepreneurs, ils ont été impactés. Vous êtes un entrepreneur qui a placé la confiance au cœur des valeurs d'Arpilab. Et puis, la troisième raison, c'est qu'on a travaillé ensemble sur le thème de la confiance, 2 thématiques, un séminaire où vous aviez convié tous les pharmaciens. On a appelé La confiance, what else?
Donc, tous les pharmaciens sont repartis avec leur arbre, il y en avait de toutes les couleurs. Puis, donc, l'accompagnement des futurs titulaires a passé de salarié à entrepreneur, dans lequel la confiance est un pilier important du programme. 3 minutes même pas pour présenter 600 Phoenix. Donc, je suis Sylvie, cofondatrice avec Sandrine de 600 Phoenix. Donc, 600 Phoenix. Donc, on accompagne les personnes en burn-out à se reconstruire. Et puis, on accompagne aussi les collectifs, les entreprises à prévenir les risques psychosociaux en général et le burn-out en particulier. Et on s'est rendu compte que la confiance était un pilier très important de la reconstruction, mais aussi de la prévention pour engager les collectifs dans une dynamique de motivation et de créativité. Notre première question, donc la confiance, donc comme on l'a vu, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et on reproche souvent à ce mot d'être un mot valise, en gros de ne pas vouloir dire grand-chose, surtout dans le monde de l'entreprise. Donc vous, pour sortir du mot valise, juste comment vous diriez que vous l'incarnez au quotidien, c'est-à-dire avec vos collaborateurs, avec votre réseau, avec vos investisseurs partenaires, bref, avec l'ensemble de vos parties prenantes? Pour moi, c'est quand mes mots et mes actes sont en accord avec ce que je pense. Et ça résonne. Et quand on est dans cette attitude-là, on peut se tromper, mais au moins on a pour soi la bonne foi. La confiance, il y a des fois où elle se gagne, il y a des fois où elle est spontanée, ça dépend des histoires. On n'explique pas les coups de foudre, on n'explique pas le destin. Et je pense que ça tourne autour de la valeur de l'intégrité. Et ça se construit au fur et à mesure. On parle dans un couple du fait que pour qu'un couple perdure, il faut de la communication, des projets et du plaisir. Des fois, on peut perdre l'un et l'autre ou l'autre. Et si rien n'est fait, forcément, il va y avoir de l'incompréhension. Et l'incompréhension, peut-être va amener à de la méfiance ou à contrario, parce qu'on a confiance et qu'on a construit, alors on est capable de reprendre le fil de ce qu'on veut et d'avancer. Concrètement, dans les relations avec vos collaborateurs, par exemple, ou même peut-être ça peut être intéressant avec vos associés, dont Pierre-Emmanuel, comment ça s'incarne? Une des choses dont je m'occupe beaucoup dans mon activité, là je vais dire de patron du deal, parce qu'en plus d'être président, je m'occupe d'essayer de faire avancer des dossiers. Avant, tous les dossiers, ils étaient faits à la sauce Ariel. Alors, ils étaient négociés à la sauce Ariel, avec des chiffres à la sauce Ariel, un prix à la sauce Ariel. Et puis quand c'était pas comme Ariel voulait, Ariel était tout rouge, il n'était pas content. Et puis l'air de rien, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées. Je me suis cogné, on a le droit à l'erreur. Et puis il y a des gens qui sont restés, puis il y a des gens qui sont partis. Et je me suis dit que si je voulais pas que les autres partent, il fallait que j'arrive à leur laisser de la place. Que je leur démontre que même si c'était pas de la sauce Ariel dès le début, ça serait peut-être de la sauce Ariel ou pas de la sauce Ariel, mais ça marcherait aussi. Voilà. J'ai changé mon orientation de résultat. Mon orientation de résultat, au début, c'était de faire un dossier. Et mon orientation de résultat, elle est devenue, pour moi, pour arriver à construire et adapter mon attitude, à celle de créer une équipe. Et donc, leur permettre de faire des erreurs, leur permettre d'apprendre. Alors oui, ça a un coût. Je ne dis pas que toutes les entreprises peuvent se le permettre, non pas qu'on soit extrêmement riche, on est peut-être un peu créatif et puis on essaie d'être mesuré, on essaie de ne pas dépenser ce qu'on n'a pas, ou en tout cas modérément, même si quand on fait du développement, c'est pas simple là-dessus. On essaye de communiquer. Là, encore récemment, avec un investisseur, je n'étais pas content de son deuxième refus de suite. Je trouvais que déjà, on pourrait dire, on a fait de nombreux dossiers, une quarantaine de dossiers. C'est quoi un deuxième refus ou un quatrième dans l'histoire de ce qu'on fonctionne? Et quand vous sentez dès le début qu'il y a un truc qui ne va pas et qui a changé, faut le dire. Il faut dire les choses, même si des fois on n'ose pas. Il y a certaines situations où j'ai réalisé avec mon coach que j'étais inconfortable, c'était les fois où je ne le disais pas. Pourquoi je ne le disais pas? Parce que j'avais honte, parce que j'avais peur de faire de la peine, parce que je me disais, oh là là, si je ne le dis pas, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, faut accepter dans la confiance de s'exposer, de donner un peu de soi. Si on ne donne pas un peu de soi, c'est difficile de créer la réciprocité. Puis il faut avoir envie de comprendre l'autre, lui poser des questions. Benjamin, quand on a repris la pharmacie de Besançon, un petit rituel de commerçant ou bien élevé, on dirait, c'était de dire, écoute, tu arrives, déjà tu es le premier à la pharmacie, mais surtout, tu dis bonjour à tous les collaborateurs. Tu viens, tu leur serres la main.
puis tu leur poses la question comment ça va. Puis je me suis aperçu qu'au-delà de ça, ça m'a permis de savoir comment Catherine se trouvait, comprendre que Hélène, des fois, elle n'était pas bien. Et de même, si j'avais au début des carences de titulaire, j'étais accepté par mon équipe. J'étais pas le meilleur techniquement en termes de pharmacien, mais j'étais quelqu'un qui les portait parce que je me souciais d'eux. Derrière, quand je leur disais des choses, eh ben, forcément, ça résonnait. Et c'était pas toujours sympathique. Des fois, c'était bien. Je dirais qu'aussi, la confiance, c'est savoir donner du bon feedback, pas juste dire quand ça va pas. Parce que les gens, ils aiment bien être valorisés. Ils aiment bien savoir qu'ils ont bien fait. Plus c'est intéressant parce que vous avez cité au moins 3 ingrédients, 3 facteurs de confiance. Donc, pour continuer à rentrer plus aussi dans l'arbre de confiance, je vais faire entrer en scène Pierre Vinicki. En fait, l'arbre de confiance, il est le fruit d'un travail que j'ai eu l'opportunité d'initier avec tout un groupe de personnes à partir de 2012 au sein d'un think tank, donc un groupe de réflexion qui s'est appelé l'Institut Confiance. Et pourquoi l'ai-je créé avec donc au départ une vingtaine de personnes, puis une centaine de contributeurs au bout de quelques temps? Eh bien parce que dans mon activité professionnelle, alors pour ma part, moi j'étais créateur et chef d'entreprise depuis l'âge de 23 ans, et puis à partir de 2002-2003, consultant en conduite du changement, conduite et accompagnement au changement, dans le cadre de grandes réorganisations, de grandes réformes. Alors, plus particulièrement dans la sphère publique que dans les entreprises privées, même si ça m'arrivait aussi. Je dirais simplement que cette expérience d'accompagnement de grandes réformes, de grandes réorganisations m'avait montré une chose, c'est que ce qui faisait échouer, qui retardait la réussite de telle ou telle transformation à large échelle, c'était bien souvent une absence de confiance, pour ne pas dire une défiance carabinée que j'avais pu observer, naissante en général au plus haut niveau des institutions. Alors comme je travaillais beaucoup dans la sphère publique, c'était une défiance entre les ministres, les membres du cabinet ministériel et les hauts fonctionnaires. Défiance des politiques vis-à-vis de l'administration et réciproquement. Et cette défiance, et c'est vrai je pense dans n'importe quelle institution ou entreprise, quand elle commence à se développer au plus haut niveau d'une équipe, d'une institution, au niveau des dirigeants, eh bien insidieusement, elle a toutes les chances de se diffuser tout au long des chaînes hiérarchiques jusqu'au terrain, jusqu'aux bénéficiaires, jusqu'aux clients, jusqu'aux usagers qui vont le ressentir aussi. Donc, ce que je vous dis là, moi, je l'ai observé pendant des années. J'ai même écrit un livre sur ces questions-là en 2007. Et simplement, je l'observais, je l'intuitais, cette défiance, mais je ne savais pas comment agir dessus pour lutter contre, si je puis dire, et faire en sorte que la confiance remplace la défiance. Donc, j'étais un petit peu impuissant. Et ce que je vous dis là en quelques minutes, eh bien, je l'ai partagé en 2012 avec une vingtaine de personnes qui m'ont dit « Ah mais oui, Pierre, bien sûr, tu as raison, il faut qu'on agisse là-dessus. Il ne faut pas qu'on reste simplement des spectateurs de cette situation qui mine notre société en général, et pas que les entreprises, toute la société, parce que ça conduit au populisme, il y a tous les excès les plus dramatiques dans le monde, la défiance. Alors, comment faire pour agir, pour reconstruire de la confiance dans notre beau monde qui en a tant besoin? Eh bien, c'est ce que nous avons tenté de faire avec cet Institut Confiance. Et de là, et donc on a engagé nos travaux, et en fait, après 3 ans de recherche et développement réalisés donc par cette centaine de personnes de tous horizons socio-professionnels, politiquement de droite et de gauche, donc vraiment un vrai collectif très très divers dans sa richesse et les personnalités qu'il composait, eh bien, au bout de 3 ans, nous avons fait émerger finalement une modélisation qui permettait d'identifier concrètement de quoi est composée la confiance. C'est bien joli de dire qu'on veut de la confiance, mais une fois qu'on a dit ce mot-là, que fait-on? Sur quoi agit-on concrètement? Comment faire en sorte que ça ne reste pas une espèce de mot-valise, d'artefact de com simplement, mais bien quelque chose sur lequel on peut avoir une prise concrète. Et donc, on a identifié, avec tout ce travail que nous avons mené, que la confiance était composée de 7 grandes formes de comportement ou d'attitude ou de posture qui, mises bout à bout, de manière systémique, holistique, finalement, contribuent toutes à créer une culture ou des pratiques de confiance en soi, mais aussi bien sûr dans un collectif. Et à contrario, lorsque tel ou tel de ces facteurs est plutôt défaillant, insuffisamment présent, ça va petit à petit contribuer à développer plutôt une culture ou des pratiques de méfiance, voire même de défiance. Ce modèle permet d'objectiver ce qui restait jusque-là quelque chose de très subjectif et conceptuel. Et à partir de là, on le verra après, on peut mesurer. Donc, dans les propos d'Ariel, c'était très intéressant parce que spontanément, il nous a illustré et donné de la chair, si je puis dire, à plusieurs de ces facteurs. Je vais revenir dessus plus particulièrement. Il y en a certains qu'il a évoqués, peut-être d'autres moins. Alors, est-ce que c'est parce que ça se prête moins dans son activité, qu'il n'y avait pas de sujet ou pas de problème? Peut-être. Ce serait intéressant de lui poser la question. Ariel a d'abord parlé, vous voyez, celui qui est en bas à gauche, que nous, on a traduit par la cohérence entre paroles et actes, la lisibilité, le respect des règles du jeu, l'honnêteté, l'authenticité, la loyauté. C'est, je crois, le premier sujet qu'Ariel a évoqué. Il a parlé de dire les choses, y compris quand
c'est pas forcément évident. D'être en accord avec soi-même, de faire en sorte que ses intentions soient en lien avec ce que l'on exprime et ce que l'on pense et ce que l'on fait. Donc toute cette congruence, comme on dit aussi, est un aspect très important de la confiance. Et ça, on le retrouve bien dans le facteur en bas à gauche. Alors, juste un petit mot. Nous employons, depuis que cette démarche de l'Institut Confiance est créée, on parle des 7 habitus de confiance. H-A-B-I-T-U-S, mot latin popularisé par le sociologue Pierre Bourdieu, qui veut dire des comportements ou des pratiques qui trouvent leur origine dans un héritage social ou culturel ou dans des croyances. Ensuite, le deuxième, on va passer à droite au milieu, l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, mais aussi du droit à la réussite et au bonheur. Mais on va déjà s'intéresser au droit à l'échec ou à l'erreur. Là, clairement, Ariel a aussi évoqué ce sujet de manière très frontale. Je ne veux pas vous cirer les pompes, surtout à distance, ce serait difficile, mais je suis agréablement surpris que vous ayez soulevé cette question-là. Alors, est-ce que vous le faisiez déjà avant ou est-ce que c'est le travail sur la confiance qui vous a amené à peut-être le conscientiser davantage? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, c'est pas si fréquent que, surtout dans notre beau pays qui est la France, qui est tellement éloigné de cette culture de l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, il est très rare qu'un dirigeant soulève, accepte, évoque ce sujet-là et surtout accepte de s'y confronter, entre guillemets. Il est fondamental. Il est fondamental parce qu'il a des incidences et des conséquences sur beaucoup des autres facteurs de l'arbre. Le troisième que vous avez soulevé, alors au début vous avez parlé à un moment, je trouve ça tout à fait intéressant, vous avez parlé d'ego. Que le fait d'avoir des membres de votre réseau qui voyaient peut-être les choses autrement que vous, etc., ça pouvait peut-être heurter votre ego. Donc ça, cette notion d'ego, elle est très importante et elle renvoie de manière sous-jacente à l'habitus qui est au milieu à gauche, qui est l'empathie, la bienveillance, la reconnaissance et l'acceptation de la différence. Quand on a un problème d'ego, qu'on n'arrive pas à le dégonfler, si je puis dire, on ne peut être que frustré. On passe son temps à être frustré parce qu'on a une idée de soi-même, de ce que l'on vaut, de ce que l'on doit imposer aux autres, qui est en permanence heurté par la réalité des choses qui revient vers vous. Et ensuite, vous avez, pour le coup, vous l'avez plus frontalement, plus directement exprimé en disant qu'il faut avoir aussi l'envie de comprendre les autres, de comprendre l'autre. Donc ça, on est vraiment dans l'empathie. L'empathie, c'est fondamental, effectivement, c'est une des dimensions. C'est le premier mot qui est employé là. Et ça, vous, visiblement, quand vous parlez de dire bonjour, de renvoyer un feedback, certes négatif, mais aussi positif, là, on est vraiment dans l'importance de cet habitus-là. Ensuite, je vais très rapidement sur les autres, peut-être qui ont été moins directement exprimés dans le temps dont vous disposiez, Ariel. Donc là, celui en haut à gauche, qui est très important, la co-responsabilité, la coopération et l'émulation. Et dans une période comme le Covid, je pense que cette notion de co-responsabilité, c'est quelles sont les conséquences de mes actes sur les autres et réciproquement. C'est très important. Alors, ce serait intéressant de voir peut-être dans une entreprise comme la vôtre, un peu particulière, qui fonctionne sous forme de réseau. Est-ce que c'est un sujet ou pas? Au milieu, l'indépendance de jugement face au conflit d'intérêts ou conflit de valeurs. Donc là, ça renvoie à la capacité que l'on a à faire preuve de hauteur de vue et à gérer des injonctions paradoxales. En gros, quand j'ai mon chef qui me demande un truc qui vient en parfaite contradiction avec ce que me demandent mes collaborateurs, mes partenaires, mon banquier, comment je fais pour gérer ces difficultés-là? Et nos amis Sylvie et Sandrine, qui sont des spécialistes du burn-out, de la souffrance ou de la fatigue au travail, je dirais d'une manière générale, notre conviction, c'est que beaucoup de burn-out sont liés, voire même parfois pire, sont liés au fait que des gens se retrouvent complètement confrontés entre le marteau et l'enclume et ne savent plus comment gérer ça. Et surtout, s'ils sont seuls à le gérer, qui n'ont pas un entourage pour partager ces difficultés, ça peut mener au pire drame. L'avant-dernier habitus, c'est en haut à droite, l'acceptation de l'incertitude, du risque et de la complexité. Ça, sans m'étendre, ça renvoie au rapport au contrôle que nous avons, que chacun peut avoir. Quand on n'accepte pas l'incertitude et le risque et la complexité, ça va généralement se traduire dans une institution, dans une entreprise ou ailleurs, par le fait de faire du surcontrôle, de tout verrouiller. Dans cette période Covid que nous connaissons tous et toutes, le télétravail, ça renvoie vraiment à ce questionnement sur le contrôle. Est-ce que j'accepte le risque qu'il y a que mes collaborateurs bossent de chez eux, au risque qu'ils ne, entre guillemets, foutent rien? Ou est-ce que je leur fais confiance? Et je me dis, non, ils sont sérieux, ils feront leur boulot, même si je ne suis pas là pour les contrôler toutes les 5 minutes. Et enfin, je caricature un tout petit peu, bien sûr, mais il y a de ça derrière. Et enfin, le dernier habitus, qui est en bas à droite, et je me demande si vous... Alors, vous l'avez peut-être un tout petit peu évoqué quand vous, me semble-t-il, vous avez parlé de la famille et du temps, du rapport au temps qui peut exister. La temporalité, c'est aussi une dimension importante, très importante de la confiance, et ce, dans ces deux dimensions. D'une part, comment arrive-t-on à conjuguer un projet court terme avec une vision à plus long terme? Et puis deuxièmement, l'autre dimension de la confiance fondamentale autour de la temporalité, c'est le rapport au passé. Ça veut dire, quand quelqu'un m'a fait un sale coup,
m'a trahi, m'a trompé, m'a planté un couteau dans le dos? Suis-je un de ceux qui vont réussir à dépasser cette situation-là? Est-ce que j'arrive à pardonner quelqu'un qui m'a fait un sale coup pour reconstruire une relation de confiance durablement? Ou bien fais-je partie de ceux qui vont rester ancrés dans mes rancœurs pendant 10 ans et qui ne vont jamais réussir à passer l'éponge finalement? Et dans ces cas-là, c'est compliqué de reconstruire, bien sûr, c'est même impossible de reconstruire une relation de confiance avec une personne, avec une équipe, avec un réseau, etc. Donc voilà un petit peu cet arbre. Alors, en fait, cette notion d'arbre de confiance, on la met en pratique depuis maintenant, nous, au travers de Trust Inside, on la met en pratique depuis 3-4 ans, et on travaille étroitement avec justement Sylvie et Sandrine pour la déployer dans des entreprises et des institutions. Il y a des entreprises comme la vôtre et des dirigeants comme vous, hein, mais pas encore si nombreux que ça, qui ont conscience, intuitivement ou moins intuitivement, de l'importance qu'il y a à travailler sur ce sujet de la confiance et de voir que c'est utile pour l'entreprise. Ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir. Et puis je pense qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants qui ont beaucoup de mal à faire le lien entre la confiance et la performance de leur organisation. Et donc ma question, elle est là. Vous, en tant que dirigeant, quel lien faites-vous entre la confiance, notamment sous l'angle de ces 7 facteurs de confiance qu'on vient de voir, et la performance de votre organisation? Est-ce que les deux sujets sont déconnectés? Est-ce que la confiance permettrait de se mesurer presque en termes de performance de l'entreprise sur la durée? Pour moi, confiance et performance chez Arpilab, dans les pharmacies et avec les pharmaciens qu'on a aidé à installer, c'est central. Central parce que la base de notre montage juridique et économique d'incentive d'Arpilab est construit sur la confiance. C'est-à-dire que normalement, et vous allez voir à quel point c'est puissant chez nous. Il se trouve que dans la pharmacie, seul un pharmacien peut avoir des parts dans la pharmacie, un non-pharmacien ne peut pas en avoir. Voilà. Et donc, en théorie, seul un pharmacien peut avoir des parts dans le capital de sa pharmacie, ce qui veut dire que nous, même si on les aidait, même si on voudrait être associé au sens légal du terme, on n'a pas cette capacité. Je trouve que comme je suis un peu un bidouilleur, que j'ai fait un peu de finance, un peu de juridique, etc., on a pu au fil du temps mettre en place des montages juridiques qui respectaient la loi tout en l'adaptant sur les modalités d'incentive que permettait d'obtenir Arpilab. C'est-à-dire Arpilab se rémunère en partie sur la création de valeur de l'entreprise grâce à des outils qui sont des obligations, des bons de souscription d'actions, etc. Mais il se trouve que malgré tout, ce sont des outils fragiles. C'est-à-dire que si on rentrait dans un litige avec le pharmacien, il y a plus, je ne vais pas dire qu'il y a une chance sur 2, mais il y a peut-être 30 ou 40% de chances que ce soit compliqué de récupérer notre argent. Et donc, en l'occurrence, et c'est une grande partie de la valeur créée dans l'entreprise. Et donc, beaucoup de gens n'ont pas réussi à avancer dans ce modèle parce qu'en fait, ils ont toujours refusé d'utiliser ces outils, se disant, moi, financier, je ne peux pas exposer une chance de 30% de ne pas retrouver mon bénéfice. Je ne peux pas laisser à la main du titulaire, c'est-à-dire que la base de ce qu'on a construit est fait en exposant notre vulnérabilité aux gens qu'on installe et en disant, à la fin, on s'est tapé dans la main, parce que pour moi, le fait de se taper dans la main, c'est important, et tous les 3-4 ans, on refinance, et tous les 3-4 ans, on matérialise une partie de cette valeur. Et donc, on pourrait imaginer qu'à un moment, si le pharmacien n'est pas content, eh ben, on s'assoit sur 3-4 ans de travail, et avec une probabilité extrêmement forte que la plupart des financiers refusent. Alors, malgré tout, on a réussi au fur et à mesure à avancer et de plus en plus la communauté se renforce en se disant « Ouais, c'est vrai, ces montages-là, ils sont compliqués, mais regarde, moi, je n'avais pas un seul euro, je ne savais pas reprendre une pharmacie. Ben maintenant, grâce à ce montage-là, j'ai pris des officines qui font 2 millions, 10 millions, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai une capitalisation extrêmement importante et, comme dit un titulaire, j'ai la reconnaissance du ventre. Je me souviens d'une remarque lors d'un échange avec mon mentor qui s'appelle Kaïs Tahiri. Il voyait que j'étais pas assez autonome. Alors, il m'a poussé hors de chez moi, il m'a envoyé être délégué hospitalier en Bourgogne. Et moi qui étais un bon Tanguy, j'étais tout triste de ça. Et puis, une des phrases un peu naïve que je lui ai exprimée, c'est dis-moi, Caïs, comment je pourrais rendre à mes parents tout ce qu'ils m'ont donné? Bien sûr, ils ont leurs imperfections, mais tout ce qu'ils m'ont donné, comment je ferais pour leur rendre? Et il m'a dit, écoute, Raïl, tu ne pourras jamais leur rendre, tu le rendras à tes enfants. Cette philosophie de la transmission, j'ai eu le même cas avec un des titulaires qui justement m'a dit, mais c'est incroyable tout ce que vous faites pour nous, comment on va pouvoir vous le rendre? Et je lui ai dit, tu ne le rendras pas, tu le rendras à d'autres à qui tu permettras de t'installer de la même façon. Et donc en fait, cette
dynamique-là, elle n'est pas faite pour parler à tous les titulaires de France, à tous les pharmaciens de France. Elle est faite pour parler à d'autres professions libérales. Elle est faite pour parler à ceux qui ont envie de pousser ça. Mais justement, je dirais que c'est le moteur du modèle. C'est parce qu'il y a ça qu'on est aujourd'hui les seuls à avoir réussi à être pérennes sur ce marché en termes d'accompagnement de professions libérales. Tous les investisseurs qui sont venus avant nous et tous les investisseurs qui sont arrivés après nous, sur des modèles avec des déploiements de fonds extrêmement importants, ont tous échoué. Et quand je dis échoué, c'est ils ont perdu des sommes allant de 5 à 40 millions d'euros. Hein. Ce n'est pas des petites sommes. Et nous, on a fait ça avec nos mimines, notre confiance et surtout du temps. En fait, ce qu'on a compris et que les investisseurs n'ont pas compris, ceux qui ont échoué, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent se faire qu'avec le temps. Le pharmacien de cette très grosse officine qui s'appelle Michel Elalouf qui m'a dit il faut accepter de grandir petitement. Et je trouve que c'est une leçon de modestie et pourtant c'est celui qui a fait la plus grosse officine de France, qui avait fait à son époque 6 achats et ventes et on va dire en succession pour un titulaire, il n'y en avait personne d'autre qui avait fait ça, mais il m'a dit voilà, quand j'étais avec un laboratoire, alors que je suis la plus grosse officine de France, je lui faisais jamais sentir qu'il était en position de faiblesse parce qu'en fait c'est plus facile, finalement c'est plus profitable, s'il faut mettre un mot là-dessus, d'arriver à construire dans une sorte de win-win, même si c'est galvaudé comme terme aujourd'hui, mais en tout cas pour nous, c'est central dans notre modèle et ça, ce n'est que mon avis. Il y a Pierre aussi qui a certainement son avis, vu que c'est lui qui m'a, il y a déjà plus de 2 ans, poussé dans le chemin du travail sur moi-même et la compréhension du fait que j'étais un peu justement Monsieur Jourdain dans certains actes ou pas du tout, justement pour arriver à devenir un meilleur chef d'entreprise, de gommer un peu certains de mes défauts ou au moins, à défaut de les gommer, d'en avoir conscience. Parce que si on s'ignore, on peut faire de la prose sans le savoir, mais on peut aussi mal agir sans le savoir. Et ce qui m'a servi et je pourrais donner ça comme conseil aux entrepreneurs qui ont envie de progresser, c'est essayer de regarder les effets au-delà de vos œillères. Vous avez vos œillères, donc vous ne voyez pas ce qui arrive, mais en fait, vous voyez que là, quelqu'un est tombé. Et en fait, ce qui m'a fait faire mon déclic, c'est de regarder des conséquences que je ne comprenais pas. Et je me suis dit, tiens, lui, il a une attitude que je ne comprends pas. Lui, il souffre. Et en fait, le fait de m'interroger à tirer le spaghetti de ces actes-là, et oui, il faut avoir la capacité de se remettre en cause. Ça m'a permis de créer une encore meilleure dynamique dans l'entreprise. Je peux contribuer un petit peu à parler d'incarnation de manière extrêmement consciente. La manière dont j'ai vécu, moi, la découverte de l'arbre de confiance en tant qu'outil, en tant que prisme, c'est qu'il y avait vraiment du Monsieur Jourdain, en effet. C'est ça qui nous a fait mettre le doigt sur le fait que ce que nous possédions à notre actif, en fait, ce n'était pas des contrats juridiques et des machins, parce qu'en fait, quand on ne veut pas respecter un contrat, c'est relativement facile, que notre position, elle était effectivement, au début, on disait fragile, maintenant on dit vulnérable, et que c'était ce qu'on posait, c'était un capital confiance que les gens nous avaient accordé. Et on venait de le nommer, on venait de mettre des mots dessus. Ils étaient venus pour des trucs un peu techniques et des promesses d'opportunités, ils les ont eues, mais la question, ce n'était pas pourquoi ils étaient venus, c'est pourquoi ils restaient. C'est que c'était extraordinaire, ils en voulaient encore, et qu'il y avait un truc inébranlable qui était la confiance. Et maintenant, je ne parle plus de capital confiance, parce que le capital, pour moi, c'est un peu une commodité, c'est un peu anonyme. Je parle de patrimoine, parce que le patrimoine, c'est fragile et c'est extrêmement dépendant des personnes qui le composent. Et si le patrimoine est un peu détruit parce que quelqu'un part, un autre patrimoine sera reconstruit, mais ça ne sera pas le même, ce sera d'autres personnes. C'est pour ça que j'utilise le mot patrimoine. Quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on accueille dans notre marché, on détonne un peu. Quand des jeunes pharmaciens viennent nous voir et nous découvrent, c'est une journée entière de découverte. Au début, ils ne comprennent pas pourquoi on va les embêter pendant une journée. Votre modèle, il devrait être simple, explicable, en 3 lignes sur un site web. Donc non, on ne sait pas faire ça. Et en fait, le seul objectif de cette journée, qui est un objectif non avoué quand ils viennent, c'est de créer la confiance. On conscientise beaucoup, on recherche leur levier de confiance. Pour certains, ça va prendre 3 mois. Pour d'autres, c'est fait en 3 heures. En tout cas, pendant cette journée, moi, je donne un maximum de gages de confiance. C'est très compliqué parce que la question que la moitié d'entre eux posent et l'autre moitié se pose sans oser la poser à la fin de la journée, c'est « il est où le loup ?» Parce que, je vais être un peu factuel, on propose des trucs hors normes qui n'existent pas ailleurs et ils se disent « mais je vais rester extrêmement poli en disant ils pensent je vais me faire niquer ». C'est écrit sur leur visage. Et il y en a certains qui ont le courage de le dire. Donc ça prend du temps. L'un des trucs que je fais qui, en tout cas, clôt la journée, c'est leur donner 100% de tous les numéros de portable de tous les pharmaciens qui ont travaillé avec nous
Et je souligne dans cette liste ceux avec qui nous nous sommes brouillés. Oui, c'est possible de divorcer. Et je n'ai rien à cacher. Et tu peux les appeler. Ils te donneront leur version de l'histoire. Et dans les semaines qui suivent, on fait la part. On voit très vite ceux qui sont prêts à signer tout de suite et ils n'avaient pas besoin de plus. Et ça leur va. Et on sent qu'ils ont un rapport à la confiance extrêmement facile. Pour d'autres, ils y croient pas, ils viennent pas, c'est trop comme si. C'est pas pour eux. Très bien, c'est pas pour eux. Ce que ça a provoqué chez nous, donc, c'est le fait que maintenant, c'est conscient. J'ai pas les 7 catégories dans la tête en permanence, mais ça a conscientisé que moi, j'ai les miennes et que parfois, ce que moi j'offre comme gage de confiance dans l'économie de la confiance, il y a ce que moi j'offre, et ben, c'est peut-être pas ce que l'autre attend. Il a besoin d'autre chose, lui, pour être rassuré. Donc, j'essaye d'autres techniques maintenant. Donc, c'est très pâteau. Nous sommes des débutants, mais c'est vachement mieux qu'avant. Ce qu'on entend, c'est aussi parce qu'il y a vulnérabilité du système, il y a besoin de confiance. Et c'est parce qu'on accorde cette confiance que ça crée de la performance. C'est-à-dire que le modèle ne fonctionnerait pas sans cette vulnérabilité et sans le besoin de confiance. Pour moi, c'est le rapport direct à notre performance, hein, cette confiance du début. C'est notre performance, je peux le mesurer dans notre capacité à créer puis maintenir un lien de confiance. Parce que si j'en viens aux euros, et ce qui n'est pas vraiment moi mon intérêt, je ne carbure pas à ça, d'autres enrichissements en tant qu'entreprise, ce n'est pas les premières années. C'est le fait qu'ils restent pour un deuxième tour. C'est le fait qu'ils aient envie d'en refaire une deuxième alors qu'on leur donne l'occasion de partir. On renouvelle nos vœux de mariage avec eux tous les 3 à 4 ans. C'est absolument pas linéaire notre création de valeur. Elle est exponentielle. Donc s'il ne reste que 4 ans, c'est pas très intéressant. Donc ne serait-ce que d'un point de vue business, notre performance est essentiellement du lien de confiance. Et c'est tellement vrai qu'on leur dit dès le début, on le verbalise maintenant. C'est annoncé très clairement. C'est verbalisé et contractualisé ou c'est uniquement verbalisé? C'est pas directement dans les contrats, mais en fait, la manière dont sont construits nos contrats font que comme ça offre des libertés et qui, encore une fois, ils vont se dire, mais il est où le loup alors? Parce qu'ils cherchent et ils trouvent pas. Ah ouais, tiens, j'aurais le droit de sortir. Comme la porte, elle est toujours ouverte, en fait, on pense que c'est le meilleur moyen qu'ils ne sortent jamais. C'est de laisser la porte ouverte. On croit que si on met quelqu'un dans une prison, ça va pas partir. La question, là, Ariel, ce serait plus sur votre casquette, fonction d'animation du réseau de pharmaciens. On est bien dans le contexte post-Covid. Il y a eu forcément un impact sur le métier, mais sur les relations, peut-être sur la fonction même du pharmacien. En 2 mots, vous diriez que ça a bougé sur quelle ligne, ça? Je dirais que ça a fait prendre conscience sans doute à certains pharmaciens encore plus de leur rôle de référent de santé, de porte d'entrée du système, qui est un des points sur lesquels on a envie de travailler dans le futur. Mais je pense, on va dire, comme tous les commerçants et les professionnels de santé, parce qu'on a ces 2 casquettes, ça a été difficile d'être professionnel de santé parce que il y avait des effectifs réduits, il n'y avait pas la capacité à tout gérer. Et en fait, même si les gens font de leur mieux, il y a beaucoup de tensions et donc ça fait que les attitudes sont anormales et donc la phase de compréhension elle n'a pas été simple à gérer. Les messages en plus, notamment sur les masques, ont été flous et donc ça a été compliqué pour le petit pharmacien, si je dis comme ça, mais petit en l'occurrence en bas de l'échelle, d'arriver à gérer ces problématiques-là, mais ils l'ont fait, je pense tous, avec leur cœur et sincérité, et eux et leurs équipes, donc ça a été éprouvant. Et puis ils sont des commerçants, donc ils ont eu la chance par rapport à d'autres qui ont dû être fermés d'être ouverts. Et ça a pu montrer, là, par rapport au modèle économique, que la pharmacie elle avait quand même une résilience assez importante parce que la plupart, par exemple, des officines qu'on a en portefeuille ont eu ce qu'on appelle un effet en V qu'on pourrait nous envier sur d'autres choses. Alors, vous voyez, par exemple, toutes les vidéos en ligne, tous ces trucs-là, ça s'est bien développé. Télétravail aussi, etc. La pharmacie, l'air de rien, oui, quand les gens sortaient pas, ils n'étaient plus là. Puis quand ils ont pu de nouveau sortir, le chiffre d'affaires est remonté. Alors, là, je vous donne juste un petit point technique. Comme les gens veulent moins se déplacer, il y a donc moins de fréquentation, mais des paniers moyens plus élevés. Mais l'un dans l'autre, ça s'est un peu compensé, même si il y a moins de ce qu'on appelle pathologie. Les gens ont des masques, donc ils sont moins malades. Mais ça fait qu'ils sont en attente d'autres choses, dans la gestion de leur stress, dans le fait de booster leur immunité, ce genre de choses, dans leur recherche de bien-être. Donc, il y a d'autres choses qui sont développées. Et donc, un entrepreneur, et le pharmacien est un entrepreneur, il doit aussi comprendre où va le vent du marché. Donc, c'est ça qui est... c'est renforcer ce côté première ligne, proximité. Oui, absolument. Garder la confiance même dans un cadre anxiogène. Il faut être capable de faire l'uchronie du pire pour se dire que ça n'arrivera pas. Si on veut se rassurer, qu'on est très sur les faits. Et voilà, si tout s'écroule, tout s'écroule et il n'y a plus rien à faire. Donc, si on n'est pas sur le fait que tout s'écroule et que oui, c'est plus difficile, on mettra du temps à revenir à une normalité, on mettra du temps à re-avoir confiance dans la capacité à se déplacer. Et c'est ça qui est difficile aussi pour le gouvernement, c'est de naviguer entre le
plus c'est le moins avec la culture de notre pays. Donc oui, les pharmaciens ont été très exposés par rapport à ça, mais on va dire c'est pas les plus mal lotis au regard de l'environnement économique. Vous avez vraiment brossé le contexte d'incertitude, hein, qui est l'acceptation de l'incertitude, de la complexité, qui est vraiment ce dans quoi on baigne et qui peut rendre les décisions en tant qu'entrepreneur difficiles, parce que justement, il y a beaucoup d'incertitudes. Vous avez parlé de la navigation à vue du gouvernement, donc le contexte change. Et donc, pour vous, en tant que chef d'entreprise, sur quel ressort de confiance vous vous appuyez pour, malgré tout, continuer à avancer et à décider, parce que les choix, il faut qu'ils continuent à être faits, il faut continuer à développer. Donc, vous diriez que c'est quoi le facteur de confiance essentiel là, en ce moment? Écoutez, il y a des choses que je peux le dire sans le dire, mais effectivement, on essaye de coopérer, d'avancer. On voit qu'il y a toujours des pharmacies à acheter, il y a toujours des pharmaciens qui cherchent à s'installer, il y a toujours des gens qui rentrent dans les boutiques, il y a toujours des gens qui tombent malades. Et en fait, il y a le fait je crois que c'était le facteur du milieu que présentait Pierre, c'était de se dire, bon voilà, on est objectivement à regarder les choses. Quand on est venu sur la pharmacie, on s'est dit que c'était un facteur résilient. Je ne vais pas faire d'économie à 2 francs 6 sous, mais les gens, ils seront toujours malades, ils viendront toujours acheter leurs médicaments. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à les acheter dans la pharmacie ou ils vont acheter en ligne? Je vais vous dire les deux, parce que la petite mamie, elle ne sait pas acheter en ligne. Alors oui, dans le cadre du corona, elle va plutôt se faire livrer et c'est compliqué pour elle, donc il va falloir qu'on puisse l'accompagner. Mais déjà, les officines, même les plus petites, prennent le temps d'appeler certaines personnes âgées ou vulnérables et de leur livrer leur traitement chez eux à la clôture de l'officine ou plutôt le matin ou avec une voisine. Donc il y a quand même cette solidarité qui existe. Donc oui, il y a une réflexion et un changement du modèle. Je veux dire, c'est du darwinisme, hein. On est tous censés évoluer. Il y a 22 000 officines en France et peut-être que oui, il y aura plus 22 000 officines en France parce que on peut pas se payer ce réseau-là et qui doit être mieux organisé. C'est une apalissade. Mais après, le fait de dire que le métier il a sa capacité à être là, c'est justement pour ça que les jeunes pharmaciens viennent nous voir, parce qu'ils disent que notre façon d'envisager l'avenir est sur la base d'un modèle où ils peuvent avoir un parcours et où ils ont une sécurisation de leur patrimoine économique et une capacité à être rassurés sur la capacité à faire face. Je vais vous donner des exemples sur les quelques officines qui ont été le plus en difficulté. Instantanément, alors toutes nos officines, dès les annonces de confinement, on a été capable de réorganiser la gestion des emplois du temps, alors qu'on a vu d'autres, on va dire, réseaux ou d'autres pharmaciens ne pas y arriver, ne pas comprendre les mesures à faire. Et ça, la première semaine, on avait déjà réorganisé les choses pour le mois à venir. Le stress du pharmacien par rapport à ça est complètement diminué. Et vous savez quoi? La chose la plus paradoxale, c'est que ça nous a pris beaucoup d'énergie, de nuits blanches, alors qu'on était en chômage partiel, en travail, etc. Et en plus, on dit, vous savez, mes honoraires, ma redevance, elle est liée au chiffre d'affaires. Vous allez perdre votre chiffre d'affaires pour moitié durant cette période. Je réduis de moitié mes honoraires. C'est-à-dire, non seulement je vous produis plus de choses pour vous accompagner, mais en plus, je vous prélève moins. On marche sur la tête. Comment c'est possible de penser comme ça? Parce qu'en fait, c'est juste la logique de ce qu'on s'est dit. Dans les moments durs, on serre les coudes et dans les moments où la récolte est abondante, on se serre. Voilà. Et donc, on était associés avec eux et on leur permettait de faire face à ce chômage partiel. Ensuite, on a été très rapidement lever leurs emprunts d'État. Je peux vous dire que je connais une pharmacie, là pour le dire, concurrente qui faisait quand même 30 millions d'euros avant la crise et qui aujourd'hui est plutôt à 15, dont les dirigeants étaient dans l'incapacité de demander rapidement les mesures financières parce qu'il y avait une vraie défiance entre le management et les investisseurs. Et ils ont failli couler la boîte. Elle était vraiment à deux pas du dépôt de bilan. Donc voilà, le point c'est que au regard de ça, on a pu les aider dans la situation de crise en activant les ressorts de notre savoir-faire et en leur laissant faire leur métier de pharmacien pour être au plus près des patients et des clients. Je voudrais juste rebondir là sur ce que dit Ariel et ce qu'a dit tout à l'heure Pierre-Emmanuel aussi. Il se trouve que nous sommes en train, nous, de construire actuellement un réseau international de laboratoires de recherche universitaire sur la confiance dans le monde entier. Et donc, on est amené à lire toute la bibliographie, pas toute parce qu'elle est immense, mais enfin la plus importante possible sur ces sujets de la confiance et toutes leurs composantes. Et il y a une idée là qui a été exprimée par un universitaire. Il exprime l'idée que la confiance a pour vertu
d'être une valeur intangible pour l'entreprise ou les institutions qui ne peut pas être dupliquée ou copiée. On est dans un monde mondialisé, c'est le cas de le dire, mais on peut copier des objets, des produits, des technologies, y compris les plus complexes, mais la confiance, ça ne se copie pas comme ça. Donc ça, je crois que c'est une valeur intangible, concurrentielle, extrêmement importante par rapport à notre sujet de la performance, qui est clé, encore une fois. Si on veut que les entreprises s'intéressent au sujet, l'utopiste que j'étais s'est un peu calmé, entre guillemets, et parce qu'il est là le sujet, faire le lien entre confiance et performance. Et le deuxième point que vous évoquez à l'instant, moi, dans l'exemple que vous donnez là, lié à la crise actuelle, c'est cette notion d'agilité finalement. Parce que vous avez créé les conditions de la confiance avec vos membres et au sein des officines qui sont liées à vous, dans ce contexte-là où il faut réagir vite pour réorganiser de telle et telle manière, ça ne peut se faire que s'il y a une agilité permise par la confiance, sinon on est englué dans des process lents, compliqués, tout est compliqué, et finalement, comme vous le dites pour la boîte concurrente que vous venez d'évoquer, s'ils n'ont pas cette même capacité que vous, voilà, ça se traduit par moins 50% de chiffre d'affaires et des gros problèmes à tous les étages. À la fin du séminaire, on avait proposé un arbre collectif aux pharmaciens et il y avait un facteur qui était à améliorer, le facteur temporalité dont on a parlé tout à l'heure, et puis un qui était vraiment très fort, qui était la cohérence entre parole et acte, donc celui par lequel vous avez commencé, Ariel. Juste une question, est-ce que ça vous a étonné? Je n'étais pas surpris. Et aussi, il y avait les éléments liés à la complexité. Et on voyait qu'ils étaient rouges sur la temporalité et la complexité et verts sur la tenue des engagements. Et en fait, c'était assez amusant ou réconfortant de voir que le respect des actes et le fait qu'il y ait un bouche à oreille de respect des actes faisait que malgré le fait qu'intrinsèquement, ils avaient une grande crainte sur le fait de signer quelque chose qu'ils ne comprenaient pas et donc de rentrer sans comprendre ou de faire quelque chose, on va dire, où on ne comprend pas, on va en tirer les bénéfices plus tard, dans un monde où on est, moi maintenant je veux ça tout de suite, là, il faut que ça soit là, tangible. Donc la capacité d'attendre pour voir que ça grandisse, l'air de rien, la légitimité, la réputation, le bouche à oreille, le grandir petitement, font que ceux qui ont le plus de ces graines sont rentrés là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, c'est tout sauf un hasard, parce que si vous faisiez les arbres de ceux qui ne sont pas rentrés, vous verriez que justement, ça n'y est pas. Et donc, comme le dit Pierre, on est capable d'activer certains leviers de confiance, on va dire ceux qui sont comme moi un gentil naïf, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit que ouais, ça n'a pas été top, mais je peux arriver à passer au-delà parce qu'on doit avoir le droit de changer. Il y a un petit adage où on dit il ne faut pas s'en faire pour les choses qu'on ne maîtrise pas. Et des fois, les gens, ils sont comme ça, ils changent. J'avais beaucoup de mal avec le fait d'accepter que les gens puissent changer. Et moi-même, j'ai réalisé que je vieillis, que ma façon de courir un marathon, elle n'est plus la même, que ma façon d'écouter mes enfants, elle n'est plus la même, que ma façon de calculer n'est plus la même. Et donc, en fait, je me dis, mais oui, on change tous en acceptant cette capacité à évoluer qui n'est pas forcément un mensonge. Là, on va parler d'une question de point de vue. Vous voyez, il y a une question de le faire volontairement ou pas volontairement. Mais oui, en fait, on a pu chercher ces personnes, ces gens qui, comme Pierre ou moi, avaient la naïveté de croire qu'on pouvait faire des erreurs, mais pas intentionnellement. Ouais, on a eu une ou deux personnes qui étaient clairement manipulateurs, etc., dont on s'est séparés, plus ou moins rapidement selon les personnes. Et c'est pas grave, on a appris et ça fait partie du défaut. Oui, je me suis fait avoir 2 fois et j'ai réussi 40 fois. Je trouve que le retour sur investissement, il est pas mal. Il faut accepter de se faire avoir 2 fois pour réussir 40 fois. Il y en a dans leur ADN, ils voudront surtout pas se faire avoir, mais ils n'ont pas réussi à côté, ou pas autant. Voilà, c'est cette façon de, même quand on parle de performance, oui, accepter de se faire avoir, ça permet de bien réussir. C'est aussi une clé de la performance. Dans cette civilisation, époque, on est censé avoir raison, à rechercher la réputation ou quoi que ce soit. On n'a pas cherché à communiquer. On fait du bouche à oreille. On n'a mis que très tardivement un site internet parce qu'on n'avait pas envie de stimuler l'envie. On vivait de ce qu'on récoltait. Dans la Bible, il est écrit que voilà, dans les années de récolte, il fallait récolter ce qu'on prenait. Et quand les Hébreux étaient dans le désert, la manne tombait pour leurs besoins. Dans un contexte où on parle écologiquement de surproduction, de surconsommation, etc. Là aussi, accepter de prendre ce dont on a besoin, c'est aussi un moyen d'être plus mesuré. Alors, pour une société de consommation, c'est un peu compliqué d'aller vers ça. Mais l'air de rien, c'est un travail aussi personnel. Si chacun travaillait sur sa confiance envers le monde ou pas,
ça résoudrait aussi certains problèmes sociétaux. C'est économique et sociétal comme enjeu. C'est une belle conclusion. Et donc, je propose de conclure sur cet appel à faire confiance. Je ne vais pas en ajouter par rapport aux derniers propos d'Ariel et Pierre-Emmanuel. Je les remercie d'avoir fait preuve de générosité en partageant avec nous leur expérience, leur vécu, leur questionnement aussi. Et comme Ariel le disait au début, c'est un chemin, c'est un long cheminement. Les choses ne sont jamais parfaites, mais il a aussi évoqué que sans conscientisation, il ne se passait rien. Et je pense qu'ils avaient déjà en eux, on revient à M. Jourdain, probablement en eux le fait de s'intéresser à cette question et de la traiter. Je pense que j'ose espérer que tout le travail que vous, Sandrine et Sylvie, avez réalisé avec Arpilab a aidé à cette conscientisation, et c'est un chemin qui est durable, et qui effectivement, parce que l'arbre, il est jamais vert, il est jamais tout vert, ou en tous les cas, il peut changer de couleur. Je vous remercie vraiment de votre participation. Je trouve qu'on a eu un échange extrêmement intéressant, riche et fin et précis. Je trouve que c'est particulièrement intéressant puisque vous accompagnez des entrepreneurs. Donc finalement, votre rôle, c'est aussi beaucoup de transmettre la confiance. C'est un témoignage qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir. Merci encore à Pierre, Emmanuel et à Ariel d'Arpilab. Donc, Pierre-Emmanuel et Ariel nous ont fait confiance sur 3 interventions. La première, les associés ont passé leur arbre individuel, le baromètre, puisque c'est un outil de mesure de son rapport à la confiance, avec 110 questions à peu près, sur le rapport à la confiance du chef d'entreprise. Donc, les 3 associés ont été débriefés par Sylvie et moi. La deuxième intervention, ça a été un séminaire d'une matinée qui s'appelait La confiance What Else, où on avait les 40 pharmaciens qui constituent le réseau Arpilab, sur lesquels on a fait des prises de conscience, l'identification de pratiques et puis un passage à de nouvelles pratiques. La troisième intervention, c'est la coélaboration avec Arpilab d'un programme d'accompagnement des pharmaciens quand ils passent de salariés à titulaires, au moment où son rapport à la confiance en l'avenir, dans les autres, est le plus sollicité. Pour nous qui travaillons beaucoup sur la prévention des risques psychosociaux, c'est un passage très délicat et donc on a conçu ce programme pour vraiment les accompagner à le passer en un maximum de sécurité, de sérénité et d'efficacité. Alors du coup, pour vous présenter un peu plus globalement et largement les offres sur la confiance. Le premier axe, son objectif est de sensibiliser les dirigeants, les managers, les collaborateurs, les équipes d'une entreprise, d'une institution à l'enjeu et à l'intérêt qu'il y a à travailler sur la confiance. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure avec nos interlocuteurs de Arpilab, la première question c'est: est-ce que les dirigeants, est-ce que les équipes, est-ce que les managers ont-ils conscience de l'importance de la confiance dans l'organisation et surtout du lien qu'il y a entre la confiance et la performance? En général, ce lien, cette prise de conscience n'est pas forcément évidente, elle n'est pas forcément révélée à l'instant où l'on se parle. Donc nous proposons, j'anime personnellement un grand nombre de conférences en France et au niveau international pour créer cette prise de conscience du fait que la confiance n'est pas qu'une notion subjective, floue, conceptuelle, mais qu'on peut bien l'objectiver, qu'on peut identifier précisément quelles en sont les composantes et encore une fois, de planter une petite graine dans les esprits qui est de dire oui, si je travaille sur la confiance, c'est pas uniquement pour faire joli, pour se faire plaisir, c'est pas uniquement une danseuse, comme on dit, ou la cerise sur le gâteau. Travailler sur la confiance, ça va améliorer la performance de mon organisation, de mon équipe, de mon institution, de mon entreprise. Ces conférences se déroulent à large échelle ou sur des effectifs plus réduits, jusqu'à simplement déjà des comités de direction. Il peut y avoir un séminaire assez court avec une équipe de direction pour créer cette prise de conscience. Et le deuxième volet, on a adapté notre outil de baromètre de confiance, qui était au départ un outil individuel, et nous y reviendrons, pour en faire aussi un outil de vote collectif et immédiat qui permette à 50, 100, 500 personnes, 1000 personnes dans une même salle, dans un même lieu, ou alors, évidemment, par les temps qui courent, à distance, voter tous ensemble face à un certain nombre de questions et pour immédiatement avoir une représentation visuelle de l'arbre de confiance du collectif, pouvoir en discuter, avoir cette prise de conscience et cette objectivation, et donc une capacité à discuter et réfléchir ensemble sur comment peut-on améliorer, travailler, sur quoi a-t-on intérêt à travailler ensemble pour faire évoluer les choses. Donc, ça crée une très belle dynamique, une très belle interactivité. Voilà, alors le deuxième axe, c'est mesurer et agir. On parle des baromètres qui sont sur plusieurs types de sujets. Il y en a pour l'éducation, il y en a pour les collaborateurs d'une entreprise, pour
pour les managers, pour les chefs d'entreprise, pour le retour à l'emploi. Il y a 3 types d'usages, hein. Il y a un baromètre individuel qui va servir dans des coachings de personnes qui soit ont une demande précise d'améliorer leur rapport à la confiance, des baromètres aussi collectifs pour des accompagnements d'équipe. C'est l'agrégation des baromètres individuels. Chacun a son baromètre individuel et puis il y a le baromètre collectif qui permet de construire ensuite une intervention d'accompagnement de l'équipe. Et puis je crois, Pierre, tu voulais évoquer les sondages à large échelle qui peuvent être récurrents. Oui, je dirais que ce qui est intéressant avec la démarche et les outils, c'est que selon les cas, selon la culture d'entreprise, selon le moment auquel on se situe, selon le niveau de maturité autour de la question, la façon d'intégrer cette dimension confiance dans l'organisation, dans son fonctionnement et dans sa culture et ses pratiques peut varier. Dans certains cas, ça va être, comme on disait il y a 5 minutes, une conférence inspirante qui va créer la dynamique. Dans d'autres cas, ça va être au niveau d'un comité de direction. On va d'abord faire un travail préalable entre les membres de l'équipe du CODIR ou du COMEX avant de démultiplier la démarche plus largement. Et dans d'autres cas, ça peut être dans des entreprises, par exemple, qui ont l'habitude de pratiquer des enquêtes d'engagement ou des enquêtes de bien-être sur le bien-être au travail ou autres sujets de ce genre, qui ont cette habitude de sondage à large échelle. Les entreprises peuvent souhaiter initier des sondages à large échelle traitant cette fois-ci de la question de la confiance de manière très spécifique. Nous allons effectivement vraiment sur tous les registres de la confiance. Pour le troisième acte, pour faire rayonner la confiance, hein, que ce soit dans les entreprises ou inter-entreprises, il y a 3 types d'interventions. La première, c'est ce qu'on appelle les tisseurs de confiance. Donc, en fait, on forme donc, des managers, des RH dans les entreprises au modèle pour qu'ils puissent promouvoir la confiance et jouer sur les facteurs et surtout accompagner justement dans le temps les démarches qu'on aurait pu entreprendre dans l'entreprise avec un accompagnement de COMEX, un accompagnement d'équipe, les baromètres. Voilà, donc ce sont des gens qui vont devenir des facilitateurs, des gens qui vont soutenir les démarches et ce dans le temps. La deuxième intervention que l'on fait, c'est de former des praticiens à l'arbre de confiance, donc soit en dehors des entreprises, qui sont donc des coachs, des formateurs, etc., pour leur propre développement, ou alors on le fait dans l'entreprise. Et là, on forme des gens qui sont aptes évidemment à mener des débriefs, etc., donc des coachs certifiés de l'entreprise et qui vont ensuite prendre en main l'outil, prendre en main la démarche. Et nous, ensuite, on va s'occuper de leur supervision. Mais c'est bien l'entreprise qui aura la main là-dessus. On peut d'ailleurs le wording, l'adapter à l'entreprise plus spécifiquement, voire même créer des arbres spécifiques à certaines catégories de collaborateurs. Et la dernière intervention, c'est bien sûr pour aller encore plus à fond sur des changements de pratiques, de mode de fonctionnement ou de mode management. Lorsqu'on a vu qu'il y avait des zones de confiance ou de défiance, confiance à développer, défiance à réduire, on va travailler sur des points précis, par exemple l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, ou l'empathie, la bienveillance, etc., suivant le contexte et les enjeux qu'on va trouver dans l'entreprise. C'est que je dirais que ces 3 démarches, tisseurs, praticiens et ateliers, finalement visent 2 points importants. Le premier, c'est de s'assurer que la démarche soit pérenne dans la durée. Et selon les cas, parfois vaut-il mieux démarrer par une sensibilisation de tisseurs de confiance pour un petit peu diffuser l'enjeu, la culture, la problématique, avant de l'accompagner par des praticiens qui vont la mettre en pratique avec des baromètres individuels, voire collectifs, et accompagner des équipes autour de ça. Parfois, ça peut être l'inverse. Ça peut être, on démarre en formant des futurs praticiens de l'arbre de confiance, y compris internes à l'organisation. Et les tisseurs, eux, vont venir, diffuser la démarche, diffuser la bonne parole, si je puis dire, plus largement dans l'organisation. Et ensuite, le troisième point, les ateliers d'approfondissement, ça répond à cet enjeu qui est évidemment fondamental, c'est comment s'assurer que ce travail sur la confiance réponde à nos problématiques et aide à traiter les enjeux de l'entreprise ou de l'organisation, que ce ne soit pas uniquement, encore une fois, une réflexion intellectuelle, ce soit bien lié à des enjeux, à des problématiques, à des pratiques qui se posent à nous. Eh bien, c'est ce que, effectivement, ces ateliers d'approfondissement des facteurs de confiance permettent de faire. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la confiance à nous appeler. Là, voilà, vous avez un slide sur nos numéros et nos contacts mail. Et je tenais à préciser aussi que Pierre et Hélène se sont engagés dans un programme de recherche. On nous a chargé de piloter un réseau international de laboratoires de recherche dans le monde entier et de manière pluridisciplinaire qui vont
s'associer, travailler en réseau autour du renforcement de la recherche et des applications autour de la confiance dans les entreprises, des institutions, dans la vie en société, dans la religion, dans toute une série de réalités de la vie, des problématiques scientifiques, de développement durable. Enfin, ça va couvrir un nombre important de sujets. Ça va nous donner cette opportunité, cette chance d'être au fait de ces enjeux et de pouvoir faire bénéficier nos partenaires, nos clients, les membres de notre réseau, les actuels ou futurs praticiens d'arbres de confiance, tisseurs, etc. Merci beaucoup et à bientôt.